Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Je sais pas. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Alors, il y a de l'eau, si tu veux. Ok. C'est une eau très stylée. Elle est pas gazeuse. Elle est comme thé en ce moment. Elle est healthy. Elle est pure. Elle te donne de l'oxygène. Comme ça, si tu vas au Rospo, tout est healthy. Parce que j'ai remarqué à chaque fois qu'on prend un verre ensemble, tu prends plus de boissons sucrées. T'es plus dans le game du sucré. Ouais, ça y est. Ça veut dire que je deviens vieux là, ça y est. Non, au contraire, tu vas être bien quoi. Je sais pas. J'aime bien. En fait, le truc avec l'eau, c'est que des fois je me sens dégoûté d'avoir pris du coca, c'est genre je me sens ballonné. Mais l'eau, je me sens toujours bien après avoir bu de l'eau. Et ce qui est fou, c'est plus t'en bois, plus t'en veux. Mais je dirais c'est la même chose avec le coca et tout. Hein. Mais une fois que t'arrêtes toutes les boissons sucrées, j'ai arrêté. Et là, t'es dans ton ambiance eau, donc voilà. La proposition. C'est gentil. d'eau. Tu me diras que si elle est bonne ou pas. Je vais la goûter tout de suite. Vas-y, tu me dis. Attends, on va bien entendre le bruit de la canette. Alors, chelou ou pas? Attends, je te dis ça. Tu dois avoir de l'oxygène, Zerma, dedans, hein, quand même. Elle est très bonne. Super. C'est une très bonne eau. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Sparrow. Salut tout le monde. Ça va? Ça va super et toi? Ouais. Ahmed Sparrow, pourquoi Ahmed Sparrow? C'est un pseudonyme. Hein. Je sais que souvent cette question revient. Ouais. J'ai jamais dit pourquoi, mais là je vais le dire. C'est un truc tout con en fait. C'est lorsque je suis monté sur scène la première fois. En fait, moi sur Facebook, je mettais jamais mon vrai nom de famille. Parce que tu connais les anciens camarades de classe et tout. Des fois, on n'a pas envie qu'ils nous retrouvent, donc on met d'autres noms. Moi, je mettais à chaque fois je chantais, j'aime bien le cinéma américain, donc à chaque fois, je mettais des noms de personnages de cinéma américain. Mais pas Sparrow, d'autres. Non, il y en avait d'autres. Il y a eu Ahmed Costner, j'ai eu Ahmed Brooklyn, j'en ai eu plein, hein, franchement. Et après, c'était Sparrow, parce que j'aime bien le personnage de Jack Sparrow. Et je voulais changer, mais le truc, c'est que sur Facebook, avant, quand tu changeais trop de fois de nom, tu pouvais plus changer ton nom. Tu vois, c'est-à-dire que je peux plus changer mon nom. Je peux plus mettre mon vrai nom de famille ou un autre nom. Donc, j'étais obligé de garder Sparrow. Donc, c'est resté. Et la première fois que je suis monté sur scène, j'avais fait une scène ouverte au So Gymnase et les inscriptions sont faites sur Facebook et ils ont appelé Ahmed Sparrow. C'est comme ça qu'ils ont appelé. Tout simplement. Ouais, et du coup, j'ai laissé, quoi. Et c'est pas parce que tu avais un nom de famille bizarre. Moi, je connais ton nom de famille. J'ai un très joli nom de famille. Et je sais qu'il est très, très beau. On peut le dire? Si vous voulez. C'est au cas on où peut le dire. T'es pas recherché? Non, c'est zéro problème. Non, mon nom de famille, c'est Lady. C'est magnifique. C'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Mais voilà. Mais à l'avenir, j'aimerais bien faire connaître mon nom de famille, juste pour mon père. Bah ouais, mais ça, tu peux le faire. Peut-être que ton nom de scène, c'est le stand-up, et au moment où tu feras des rôles de cinéma, tu mettras Lady. Exactement. Ouais. Bon, c'est cool. Alors ici, c'est la Dinguerie Room. Et Ahmed Sparrow, c'est un grand stand-upper, je peux le dire. J'ai beaucoup de respect pour toi et j'ai beaucoup d'admiration parce que je trouve que tu es un des plus forts de ta génération. C'est très gentil. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Non, voilà. Vraiment, parce que je te vois, tu gueulerais. Non, mais le wallah, t'as été obligé de le rajouter pour que je croie à ce que tu dis. Non, vraiment, tu le sais. Et en fait, moi, j'avais envie de savoir quelle a été la plus grande dinguerie que tu aies eue sur scène. Qu'elle soit joyeuse ou pas. Un truc qui s'est passé. Je sais pas si je vais... Parce que... je sais pas si je vais raconter ça. Bah si. si. Je vais vous raconter une dinguerie, préparez-vous. En fait, moi, je suis ce qu'on appelle un amoureux de la scène, d'accord? Moi, j'aime la scène et je veux jouer partout. Bon, maintenant, je préfère... J'aime un peu le confort. Mais avant, j'avais tellement faim que je voulais montrer mon travail partout, peu importe l'endroit. Et comme tu connais, dans les débuts, il y a peu de scènes auxquelles on a accès quand tu débutes. Et du coup, on prend tout ce qu'il y a. Et moi, tout ce qu'il y a, il y avait un réseau. Je sais pas si les gens ont la référence. Dans l'humour, aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux. Il y a des réseaux de surface, que j'appelle de surface, où tout le monde voit, où les plateaux sont bien entretenus, c'est joyeux, tout est bien organisé, il y a la télé. Genre le Barbès Comedy Club? Le Barbès, le Paname, c'est des réseaux de surface, d'accord. Et il y a les réseaux souterrains. Les réseaux souterrains. Tu as vu le film Demolition Man, avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes? Ouais. Il y a le monde de la surface, tout est beau, tout est mignon, et il y a le monde souterrain.
Et ben le monde souterrain de l'humour, c'est les chichas. Et moi, j'ai joué dans beaucoup de chichas parce qu'à un moment donné, il faut manger. Hein. On n'a pas d'intermittence, il faut aller. Et c'était les seuls endroits qui donnaient un peu d'argent. Et ça, il y a combien de temps? Il y a quand même dans les débuts. Hein, je crois que je te parle de ça il y a 4-5 ans peut-être. Il y a 4-5 ans, ouais. Non, mais là, c'est une vraie dinguerie, je vais raconter. Je suis sur scène et j'assiste à un braquage en direct, quoi. Mais arrête tes conneries. Je te jure. Tu m'as jamais raconté ouais, ça? mais c'est en direct. Des mecs qui rentrent cagoulés. Dans ma tête, c'est une blague. Dans ma tête, c'est une blague. Attends. Toi, t'es sur scène? Je suis sur scène. Ok. Ça rentre et braquage. Et t'entends, tu Mais fais moi, des blagues, dans ma là. tête, mais c'est en période de Noël. Tu vois ce que je veux dire? On est en période de Noël. Moi, dans ma tête, c'est une blague. Et c'était pas une blague. Je te jure, hein, heureusement que j'ai rien dit. Heureusement que j'ai rien... Parce que moi, à tout moment, je peux balancer une vanne. Tu vois ce que je veux dire? À tout moment, je peux dire, ta cagoule, elle est mal mise. Ou à tout moment, je peux envoyer une blague. Mais je me suis retenu. Et j'ai bien fait, d'ailleurs. Mais quand t'es sur scène, donc il y a un mouvement de foule, les gens Non, les gens sont en panique. Les gens sont en panique. Mais tu sais, c'est quoi le... Et toi, tu dis... En fait, le plus fou dans cette histoire, c'est que le mec, il rentre... Enfin, ils étaient 2 ou 3, je crois. Il rentre et il va... Tu sais, dans les chats, t'as la scène et t'as le DJ qui envoie le son et tout. Ouais. Il va au niveau de la cabine du DJ. En fait, il cherchait quelqu'un. Et... il voulait pas forcément non, c'était pas braquer il cherchait quelqu'un. Enfin, de l'argent. C'était un genre de règlement de compte. Ouais. Et il prend le micro, il trouve pas la personne. Il prend le micro. Pas le mien, hein, celui du DJ. Il fait une annonce. Et il dit Joyeux Noël à tous. C'est quand même incroyable. Mais arrête tes Et conneries. il est parti. Je te jure. Et moi, mais franchement, au début, il y en a qui étaient un peu surpris, il y en a qui croyaient pas. Moi, au début, je dis, c'est une blague. Moi, dans ma tête, honnêtement, c'était une blague. Mais c'est quand j'ai vu le videur dehors allongé par terre, j'ai dit, ok, c'est pas une blague. Mais tu sais pourquoi j'aurais cru que c'est une blague? Parce que tu sais, il y a tu te rappelles de ces caméras cachées qui s'appelaient cramées cachées? Oui. Tug. Ouais. C'était une... Et tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, j'ai vu cramer cracher, mais c'était des caméras cachées de la street, quoi. Mais sans limite. Et donc, c'était des scénarios, genre des faux braquages. Ouais, mais c'était que des trucs comme ça. La police, des braquages, la drogue. C'est comme si il n'y avait pas d'autres idées pour faire des caméras cachées. Tu sais, 1 milliard d'idées pour faire des caméras cachées. Et j'ai été victime, tu sais, de cramé caché. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non, mais je crois que tu m'en as Eh bien, parlé. on m'a fait une cramée cachée, et c'est mon frère Kadour, que tu connais, qui avait un pote de cramé caché. Et donc, le scénario, c'était... moi, j'allais manger chez Kadour à midi avec ma belle-sœur, etc., qui était enceinte. Et ils ont mis du faux sang sur mon frère. Donc, tu te rends compte? Donc, j'arrive dans la cour, je le vois avec du sang, la bac, une fausse bac, les menottes. Moi, à l'époque, j'étais avec Fabrice Eboué, qui n'est pas du tout dans ce délire, qui m'a dit, voilà, encore Les Arabes. encore les Arabes, voilà. Moi, pas du tout surprise, parce que un peu l'habitude. Donc, je parle à une fausse bague. Je dis, écoutez, expliquez-moi, on va essayer d'arranger les choses, etc. Et après, c'est coucou, caméra cachée, quoi. Ouais, en plus... Mais j'étais flippée, c'était pas drôle, en fait. Ouais, déjà, c'est pas drôle. Et le timing de C'est nous, il vient beaucoup trop tard à chaque fois. Mais vrai. Les gens sont déjà choqués. Le mal est fait. Tu peux traumatiser des gens. Et ils viennent... cramer, cracher, mais c'est trop tard. Il fallait le faire il y a 10 minutes. Et puis je ris pas, je suis en colère. Non, c'est pas des professionnels. Mais je te jure que moi, j'en ai regardé quelques-unes et j'ai rigolé. Tu te rappelles celle de Boudère? Ouais, celle de Boudère, c'était n'importe quoi. Bah, Boudère, c'est pareil. Il est en train de manger, il se fait braquer. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est des caméras... Ils auraient dû s'appeler caméra violence cachée. Et pourquoi c'est mal vu de jouer dans des chichas? À part, tu vois, il y a 2-3 anecdotes comme ça, mais il n'y a pas de braquage tous les jours. Enfin, moi, je vais souvent à la chicha avec toi. Ah non, il n'y a aucun problème, il y a zéro problème. Il n'y a rien qui se passe. C'est pas le problème, c'était pas la chicha, c'est que la personne... Il y avait un conflit entre 2 personnes qui se cherchaient mutuellement, mais... c'est mal vu parce que... c'est représentatif de comment on voit la société en France, en vrai. On a l'impression que c'est une autre catégorie de personnes... les gens de banlieue ou ceci, cela, tu vois, un peu plus au niveau social un peu plus bas, et on a pour habitude de les dénigrer. Alors qu'en fait, ça reste un public. Ça reste un public, et tu sais, moi, je devais faire le festival de Montreux, que tu as fait aussi. Ouais. J'étais tellement en panique, tu te rappelles, je t'ai appelé, je t'ai dit, voilà, avant de le faire, j'ai besoin de faire une chicha, de jouer, parce que c'est un public assez exigeant, parce que j'estime que ceux qui sont dans les chichas sont déjà très marrants. Ouais. Et on a une culture de la vanne très forte. Donc, si tu arrives à faire rire un public de chicha,
normalement, tu peux aller jouer un peu partout. Et je l'ai dit un peu à tout le monde, tu vois, à mes collègues. Je disais, ouais, là, j'étais à la chicha, c'était trop bien, j'ai réussi. Je me rappelle parce que c'était quelque chose qui m'avait vraiment effrayée. Et tu m'avais beaucoup encouragée. Tu m'avais même fait un câlin à la fin. Tu m'as dit, c'est bien, t'as réussi et tout. Mais c'était, tu vois, ça fait peur quand même. Et c'est vrai que quand tu réussis ça, tu peux tout péter derrière. Et tout le monde me disait, ne dis pas trop que t'as fait une chicha, c'est pas très élégant, c'est pas très classe. Pourquoi ? Ben, moi, je sais pas. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Parce que ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui sur scène. Ça m'a apporté beaucoup de confiance. Les conditions sont pas les mêmes. C'est pas des vraies conditions de théâtre. C'est pas un vrai comedy club où il y a des gens qui passent. Il y a de la fumée, ça parle un peu plus, tu vois. Mais en tout cas, ils sont. Pour moi, le public, ce public-là, qui reste un public comme un autre, hein, il est peut-être plus exigeant, mais il est plus juste. T'es marrant, ils vont rire. T'es pas marrant, ils rigolent pas. Il y a aucun rire de compassion. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire pour savoir ta valeur, pour connaître ta valeur, il y a pas meilleur endroit. Et moi j'aime ça. Moi à chaque fois, c'est bizarre, hein, à chaque fois qu'il y a un endroit où c'est difficile de jouer, ça m'excite. Putain, je suis comme toi. Je veux aller là-bas. Ouais, c'est dur, je veux aller jouer là-bas. Parce que c'est là que tu vois ce que tu vaux vraiment. Et du coup, je me rappelle, je t'ai eu au téléphone, tu m'avais moi, dit, Amel. Je savais que ça allait bien se passer. Tu me dis, mais tu m'avais dit, t'es sûr. Et en plus, ce qui est rare, c'est qu'il y a peu de filles qui jouent, parce que peu de filles acceptent de jouer. Vraiment, il y en a très peu. Ça se compte sur les doigts de la main. Et le fait que tu y sois allé, et tu as vu qu'il y a beaucoup de filles dans le public, énormément de filles, peut-être même plus de filles que de garçons, elles veulent des filles sur scène. Elles veulent des filles sur scène, elles sont adorables, normal. Elles rigolent, elles sont jolies. Je pense que tu as dû recevoir énormément de messages à la fin. Ouais. Les filles ont kiffé, quoi. Même les garçons, tout le monde était content. Mais tu vois, le fait que des filles voient d'autres filles jouer, c'est comme ça. C'est vrai que nos collègues vont pas le poster, vont pas le dire, ça me fait de la peine, tu vois, ça fait comme si c'était honteux, quoi, honteux. Moi je veux faire une captation dans une chicha de toute façon. Je veux filmer un truc, je veux filmer un plateau là-bas. Bah je veux venir avec toi. Ouais, mais je le ferai, ça c'est sûr. C'est un des projets que j'ai. En fait, il faut aussi désacraliser ça, quoi, que les gens arrêtent de croire que c'est... Il n'y a rien. T'as vu quand on y va, il n'y a rien. Mais il y a plus que des fois, on se parle même pas, il n'y a rien qui se passe. Et puis, pour un jeune humoriste qui débute, tu vois, ça paye mieux qu'un comedy club, quoi. Dans lequel il peut même pas jouer parce que dans le comedy club, entre guillemets, ils estiment qu'il n'a pas le niveau, quoi. Moi, c'est ce que je dis. Je dis pas qu'il faut en faire tout le temps. Bien sûr. Parce que ça use. Mais c'est bien aussi de se confronter à de la difficulté un peu. Ou en tout cas, c'est même pas une vraie difficulté parce qu'à l'inverse, t'en as qui sont très bons dans les chichas et qui vont venir sur un plateau classique, entre guillemets, et ils vont avoir de la difficulté. Et pour eux, c'est plus difficile d'arriver dans un plateau où c'est bien cadré, calme et tout. Bruit. Chacun sa difficulté. Mais moi, je pense que plus tu joues dans des endroits différents, plus t'apprends sur ce que tu vaux et ce que tu peux faire. Et c'est ce que je remarque chez toi. Je t'ai vu jouer à peu près partout. Que ce soit au Festival de Montreux, donc un public assez... âgé, voilà, c'est ça. Âgé, avec des moyens, parce que la place, elle était assez chère quand même. Je t'ai vu jouer au XS, donc c'est une chicha qu'on adore, coucou Bilal. C'est vraiment, j'ai adoré avec des gens très très jeunes, très lookés, rien à voir avec un public de théâtre. Je t'ai vu jouer, et tu fais rire partout. Enfin, t'es assez constant. Tu vois, enfin, t'es même constant tout le temps. C'est rare, tu vois. Comme tu dis, il y a des humoristes qui marchent plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et toi, tu fais rire. Là où tu vas, ça marche pareil. C'est quoi la clé ? La clé, c'est d'être ouvert. J'ai toujours été ouvert dans ma vie. J'ai toujours écouté les grands parler. J'ai toujours écouté mes oncles, mes parents, des gens qui n'étaient pas du même milieu que moi. Peu importe où j'allais, j'étais très à l'écoute. Donc, j'ai dû m'adapter sur plein de choses. J'ai fait une école de comédie musicale, donc tu rencontres des gens qui n'ont rien à voir avec toi, mais tu apprends beaucoup. Et à chaque fois, tout ça, je m'en sers. Du coup, j'apprends à connaître les gens. L'autre fois, on avait joué aussi tu te rappelles ? On avait joué, je connais pas bien les quartiers chics de Paris. Je suis désolé, mais je crois que c'était Saint-Honoré, un espèce de truc. Tu te rappelles ou pas ? Oui, justement. On a joué dans rue Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. T'as cartonné. Ouais, c'était super. Non, mais c'est parce qu'en fait, je me dis, l'humour, il n'y a pas de... Début, on était très stressés. C'est normal parce que c'est un endroit qu'on connaît pas. C'est un endroit qu'on connaît pas, c'est un public qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est limite public
Ils étaient tous là avec leur coupe de champagne. Ouais. Tu dis, bon, ils sont pas là pour venir, ils sont pas venus rigoler, ils sont venus passer un petit moment entre eux et ils vont pas nous écouter. Et au final, ça se passe super. Mais il y a un a priori. Mais c'est comme ça. Vu, on se regarde, on on s'est dit. Dans un endroit dit. qu'on connaît pas, c'est normal. C'est normal et ça fait partie du métier. On est obligé d'avoir un peu de stress et tout. Mais moi, je dirais que, ouais, ma force, c'est d'être ouvert. C'est l'ouverture, je pense. Tu sais, j'ai fait pendant longtemps les premières parties de Mathieu Madénian. Donc, tu te confrontes à un public qui n'est pas forcément celui que tu auras dans ton spectacle. Mais je prends un plaisir à jouer. Au début, tu viens... moi, je me rappelle, les premières parties de Mathieu. Je dis, waouh, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est juste parce que tu les comprends pas. Ensuite, tu joues plusieurs fois. Donc, tu sais ce qui va marcher avec eux. Donc, ok, j'ai ça comme matériel qui passe. Ça passe moins parce que ça leur parle pas. Ok, je vais leur donner ça. Et tu le travailles, tu leur fais des trucs. Et ça marche après. Tu te dis, ah ouais, en fait... Tu comprends que c'est tellement ouvert. Il y a autant de stand-uppers que de stand-up, comme il y a autant de public que de blagues, quoi. Ouais, donc tu adaptes. Mais t'es obligé. T'es obligé parce que ils sont, disons dans la salle, ils sont 300. Tu peux pas adapter 300 personnes. Si on doit faire un choix, la personne qui est en minorité, on va faire ce choix-là. C'est à elle de s'adapter, en vrai. Si je vais, je sais pas, je vais dans une tribu en Amazonie, ils sont 500, je vais pas leur dire, écoutez, aujourd'hui, on va sur Facebook, ils vont pas comprendre. Je dois m'adapter à ce qu'ils font pour que ça passe. Et c'est pareil pour moi sur scène. Je dois m'adapter à eux. C'est jamais la faute du public, en vrai. Oui, il y en a beaucoup, certains collègues, ou des fois, au début, un peu facile. on dit ça, même nous, on il déjà était dit. pas chaud, le public, même nous, là. Ça nous énerve, des fois on sort, le public il nous a agacés, genre vas-y, ils veulent rien savoir. Mais c'était à nous de trouver la solution. C'est toujours à nous. C'est chiant, mais s'ils rigolent pas, c'est à cause de nous. Bah ouais. C'est qu'on n'a pas bien fait le job. Parce que moi, je me dis quoi ? Je me dis, ils sont venus, c'est qu'ils veulent au moins un petit peu rigoler. Ils seraient pas venus sinon. On ne va pas toujours gagner. Ouais, je suis stressée là. Mais après, c'est vrai que jouer dans des endroits durs, ça forge. Hein. Des fois, je te jure, vraiment, il y a des scènes qui étaient très dures. Et après, quand tu vas dans d'autres scènes où c'est plus cool, tu te dis, ah, ça fait du bien. Un peu de repos. Ouais. Tu vois ? Et nous, je crois que nous, il n'y a pas longtemps, on a eu une anecdote ensemble, une dinguerie, une scène qui ne s'est pas super bien passée ensemble. Ah oui. Dans le 16e. Ah oui, tout à fait. Et je suis venu parce que c'est toi. Hein. Oh putain, je l'ai emmené, mesdames et messieurs, dans un bourbier, dans une galère. Oh là 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 là. Donc c'est une amie à moi qui me dit, voilà, j'essaie de trouver des solutions par rapport au Covid. Il y a un restaurant au-dessus, j'ai fait une petite scène de stand-up, il y aura du monde, ce sera génial. Et donc je t'ai appelé et il y avait Wari Nichel, qui était là, on était à 3. Et en fait, on est arrivé et il y avait 4 personnes, dont un petit bébé de 6 mois. Wow. Qui pleurait au fond. Et on se posait la question, on s'est regardé, est-ce qu'on le fait ou pas, est-ce qu'on joue ? Et tu m'as dit, Amel, on est là. Ils nous avaient mis des frites. Ils nous ont pas mis une barquette de frites, ils nous ont mis des saladiers de frites. Pourquoi ? Je sais pas, ils se sont dit, c'est des Arabes, ils aiment les frites. Qu'est-ce que je te dis ? Ils nous ont mis des frites, mais il y avait trop. J'ai jamais vu autant de frites, quoi. C'était trop. On était 3, il y avait genre 3 saladiers de frites, 2 kilos. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Avec moi, je respecte tout le monde, mais j'aime que les choses soient à leur place, en vrai. Tu peux pas venir. Ton truc, c'est de vendre des burgers et des frites. Viens pas me parler me donne pas de conseils sur ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? Je me rappelle. Donc, on dira pas le nom du restaurant, etc. Ils étaient sympas, enfin, mais très maladroits. Ouais. Ils étaient très maladroits. Exactement. Ils connaissent pas il y avait pas une volonté de nous nuire. Bon, en même temps, il y avait que 4 personnes, mais... Ils nous avaient déjà nuit. Putain, les bâtards. C'est chaud. Et tu m'as dit, je t'ai dit, bon, viens, on annule. Désolé, Bourbier. Tu m'as dit, non, on est là. On le fait le job. Et on a joué devant. Et c'est très dur. En fait, c'était très dur parce que c'était un mélange de bienveillance dans la salle et un mélange de je te chie dessus, quoi. Il y en avait quelques-uns, c'est genre je te regardais, pas un rire. Alors que, tu sais, généralement, il y a beaucoup de compassion envers le public quand tu regardes. Par exemple, t'es un artiste et tu regardes le public sur scène. Tu regardes quelqu'un dans le public, si tu le regardes dans les yeux, même si t'es pas marrant, il va avoir un petit rire de compassion. Et ben là, il y en avait, il l'avait même pas, ce rire-là. C'est-à-dire, je te regarde dans les yeux, je te fais ma blague, et tu me regardes, il y a le néant. Putain. Ça fait mal, hein ?
Ça fait mal quand tu sais que tu as fait des grosses salles, que tu as fait plein de trucs, mais c'est ce qui est bien dans ce métier, c'est que Et il y avait la fille de c'est une mon éternelle ami. remise en question. Ouais. À la fin, elle est venue vers nous. Elle a dit ah, c'était pas mal, hein. Alors que, genre, une semaine avant, 10 000 personnes, buzz total, C'est pas standing grave. ovation, ouais, c'était pas mal, hein. Oh, c'était affreux. Donc ça, c'est une dinguerie qu'on a vécue ensemble, Ah ouais, mais assez ça- douloureuse. Et est-ce que toi, t'as vécu, toi, sur scène, une dinguerie joyeuse, un pur kiff? Alors là, dinguerie joyeuse. J'ai passé de très bons moments sur scène, mais une dinguerie, c'est quelque chose qui sort du lot. Qui sort un peu du lot, tu sais. C'est rare d'avoir, tu sais, ces moments de grâce. De temps en temps, tu touches enfin, un truc, pas tout le temps. Moi, je pense que je l'ai touché peut-être 5 fois dans ma vie, pas plus. Peut-être l'ovation à Montreux. Moi, j'ai eu une ovation à Ah ouais, Montreux. mais Montreux, c'est incroyable, toi. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était mais magique. Ouais, j'étais content. J'étais content de moi et ça me fait du bien de voir des gens qui ont... Tu sais, puisque le public de Montreux, c'est des gens peut-être que j'aurais jamais croisés dans la rue ou dans ma vie de tous les jours et qui t'ovationnent comme ils l'ont fait. C'est très touchant. Je te jure, des fois, je suis là, je dis, mais pourquoi il pleure, lui, sur scène? Mais des fois, l'émotion, tu peux... quand ça touche, ça touche. Parce que il y a plein de choses qui reviennent. Je dis, putain, j'ai travaillé, quoi. J'ai travaillé pour en arriver là, j'essaie de, tu vois, et puis tu penses à tes proches et tout ça, quoi. Mais ouais, c'était vraiment Et tu l'as bien. senti dès le début, ça? C'est simple, moi on joue 2 fois de suite Ouais. truc, il y a tout le plateau. Donc Le Festival de Montreux, c'est un grand festival d'humour très important pour nous, les stand-uppers. Il y en a très peu et il en fait partie. Et quand tu t'es programmé au Festival de Montreux, c'est que t'es déjà bien fort. Ouais, quoi. ouais, mais c'est un des plus gros festivals francophones, ouais, clairement. Et donc, comme je t'ai dit, il y a 2 spectacles de suite. C'est 18h et 20h, je crois. 18h, moi je passe, c'est toujours la même position. Ça se passe très très bien. Vraiment très très bien. Le passage sort du lot vraiment et tout. Et je me dis, ah, c'est super. Au moins, on a ces images-là. Genre, en gros, moi, je pouvais pas faire mieux. Parce que je savais que le public était difficile et ce que j'avais ramené, c'était vraiment, vraiment bien. Et tout le monde était vraiment content. Donc, je me suis dit, c'est très bien. Je sais pas si je peux aller chercher mieux. Et vient le passage d'après, le spectacle d'après, qui a été capté. Et là, c'était encore mieux et je m'y attendais pas. Ouais, t'as cartonné et c'est rare. C'est le festival le plus dur pour les stand-uppers. facile. Il n'est pas facile. Il est pas facile. Parce qu'il a beaucoup évolué aussi, Montreux. Ouais. Aujourd'hui, c'est très stand-up, mais avant, c'était pas le cas. Ah là là. Avec le temps, ils se sont stand-upisés. éduqués. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je t'avais appelé pour faire la chicha avant, tellement que j'étais effrayée de ce truc-là. Et tu as raison, ça va mieux maintenant. Bah ouais. Mais moi, il y a beaucoup d'humoristes que je respecte pour ça. Peu importe la position que tu as sur la scène de l'humour en France, je sais qu'il y en a qui rechignent pas à aller jouer dans les endroits. Parce que leur kiff, c'est la scène avant tout, peu importe l'endroit. Quelqu'un comme Roman Fressinet, souvent, ça lui est arrivé d'y aller, malgré qu'il remplissait des salles et qu'il faisait des tournées de temps en temps. Il va tester des trucs là-bas. Tu vois le step? C'est-à-dire que, ok, je sais que ça rigole là, dans les comédie clubs classiques, mais je veux aller voir un peu ailleurs. Il se challenge. Exactement. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi moi dans ce que je fais, c'est que moi, quand je vais dans une chaire, il n'y a pas d'impro, je fais mon texte, je fais ce que je fais ailleurs. C'est la même chose, c'est le même texte. C'est un public, c'est la même chose. C'est juste l'endroit qui est différent. Mais ça reste un public. Les gens que tu vois dans une chicha, c'est des gens que tu peux voir au théâtre. C'est la même chose. C'est juste les a priori qu'on a, mais... Et après, il y en a... moi, ça m'est déjà arrivé de dire à certains humoristes, tu peux pas avancer si tu prends pas de risques. On peut pas être dans le confort constamment. On est obligé de prendre des risques. C'est obligé. Tu vois, c'est comme un humoriste qui est là, qui fait le même passage depuis 10 ans. C'est sûr que tu vas rater le coche. Parce que tu prends aucun risque. Tu testes pas, tu vas pas, tu es toujours dans ton confort, tu sais que ça marche, bah tu fais toujours un truc qui marche. Bah non. Si tu veux progresser, justement, il faut à chaque fois repartir. C'est toujours un éternel recommencement dans les blagues. Ok, t'as des blagues qui marchent, mais maintenant il en faut des nouvelles. Et les nouvelles, elles marchent jamais directement. Tu vois, toujours il faut les travailler. On parlait de ça avec Yacine Bellous. On se disait comment... J'adore ce mec. T'as vu? C'est incroyable. Je crois que c'est la phrase qu'on entend le plus après le nom Yacine Bellous. Yacine Bellous, j'adore ce mec. Je crois que tout le monde dit ça. C'est ce que je lui ai dit. Je lui dis, c'est que tous les humoristes t'aiment. Et on le dit souvent, c'est l'humoriste préféré des humoristes. On récolte ce que l'on sème. Et il m'a dit, j'aimerais bien être l'humoriste préféré de beaucoup plus de public.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il reste, comme on dit, le stand-up alternatif, c'est-à-dire pas mainstream, alors que pour nous, c'est notre rosta. Et en France, aux États-Unis, ils ont un public de stand-up alternatif, mais ils sont 300 millions. c'est ça. Et nous, en France, on n'a pas encore. Déjà, est-ce qu'on a déjà un réel public stand-up? Je pense pas qu'on ait encore un réel public stand-up, parce qu'on n'est pas tous éduqués. Ça va mieux, le fait Ça qu'il y ait va de plus mieux de en mieux, bien comédie sûr. club. Ça va de mieux en mieux. Mais aux États-Unis, dans chaque ville, il y a un comedy club. En Ouais. France, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est des restos qui essayent de faire Voilà. des petits... Et avec Yacine, on se disait, nous, on est la génération avant toi, et on se disait comment ne pas être ringard, tu vois, dans le stand-up. Et ça rejoint ce que tu dis. Il m'a dit, écoute, je pense, il a tout étudié, il s'est dit, je pense que le seul moyen de ne pas être ringard, c'est de faire toutes les scènes et de prendre des risques. Tout le temps, d'essayer des choses. Bah oui. C'est ce que fait Seinfeld. Mais c'est ce que font la majorité des stand-uppers américains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont en création de spectacle, ils vont le créer dans un comedy club, dans les comedy clubs. C'est comme ça. Dès qu'ils ont un truc, parce qu'ils savent comment tu crées quelque chose d'une valeur sûre dans des blagues, c'est de le jouer devant des gens qui sont pas venus pour te voir spécialement. Dans un comedy club, moi, ils me connaissent pas. Ça arrive, il y en a, je viens, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Bon, on va voir si mes blagues vont les faire rire. Et c'est là que tu vois si ça marche. Ils font tout ça. Et en France, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, entre guillemets de l'ancienne génération. Et je pense que ça les a pas forcément aidés. Gad Elmaleh le fait beaucoup. Ouais. Gad Parce que Elmaleh, je mais pense que qu'il est... comme il est parti là-bas, Mhm. il a vu ses idoles, entre guillemets, parce que je sais que lui, il est fan de Seinfeld. ouais. Seinfeld, attention, hein, c'est stand-up, je crois, c'est du 90 millions d'euros à l'année. On n'est pas dans le... Donc, prendre un risque d'aller jouer dans un comedy club où ça paye $50 pour quelqu'un qui gagne 90 millions d'euros à l'année, tu vois ce que je veux dire? Ça prouve vraiment que faut toujours repartir des bases. Et ça prouve aussi que c'est peut-être aussi un vrai amoureux des blagues. Aussi. Comme Roman aussi, c'est toi aussi, je trouve, t'es vraiment des amoureux des blagues. Et écoute, on s'est retrouvés à Marseille cet été, tu te Ouais, rappelles? ouais. On était à Marseille et on pouvait... j'étais avec une amie, Lilou, qui était avec moi. On a pris un verre avec Roman, toi, et on parlait de blagues. À un moment donné, elle s'est levée, elle m'a dit, Amel, moi je m'en vais là. Elle était saoulée. On fait que ça. Parce on est resté jusqu'à la fermeture de cet endroit, du café. Et je lui dis, non, mais moi, j'ai besoin de rester. Et on s'est raconté des trucs peut-être qu'on se raconte depuis un moment. Et elle, ça l'a fatiguée, quoi. Et nous, on peut rester des heures. Ah ouais, mais Comment ça se fait à l'inverse, c'est la même chose aussi pour nous, en vrai. Tu vois, moi, je sais que des fois, quand... Non, mais c'est vrai, des fois, j'écoute des discussions et ça me saoule. C'est chiant. Des discussions de la vie normale. De la vie, non. En fait, je Hors me dis... stand-up, hors blague, hors, Ouais. hors gaulerie. Ouais, quand je m'en fous, en fait. Franchement, non, mais c'est vrai, mais parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt aujourd'hui. Moi, je vois... Mais c'est des gens avec qui j'ai grandi, ou que ce soit des fois mes frères et tout. Ma famille, je suis là, Relou. Ah ouais, quand même, hein. Ah, vous êtes quand même relou. Moi, il m'est arrivé d'envoyer un texto à mon frère en plein milieu d'une discussion avec des amis d'enfance. Comment tu fais? Waouh. Parce que j'entends des trucs, des folies de leur bouche et je me dis, mais comment tu les supportes? Il me dit, oh, moi, ils me font rire. Et moi, je sais que mon frère, tu vois, il a quand même un peu de recul, mais tu vois, et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir un métier qui nous laisse beaucoup de place pour réfléchir. Je sais que analyser. Bah, bien sûr. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont vraiment la tête dans le guidon. C'est pas facile tous les jours. On sait comment c'est la situation en France. Au-delà du Covid, hein. C'est pas facile tu sais, il y en a qui sont vraiment dans leurs problèmes. Du coup, ils ont pas le temps de se poser des questions sur le fonctionnement du monde ou ça, peu importe. Et du coup, je peux comprendre qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Et je pense que pour écrire des bonnes blagues, il faut des plages Exactement. de tu fais rien, en fait. Où tu traînes un peu, tu Ouais. écoutes. Ah ouais, faut aller vivre des choses. Va voir des gens, rencontre, voyage, fais des trucs. Moi, je peux avoir des blagues, des sets qui naissent en croisant des gens que j'ai jamais vus de ma vie dans la rue une fois et qui me racontent un truc. Et après, moi, tu sais comment on est. Ce qui est chiant, c'est qu'on écoute les gens et on déconstruit dans nos têtes, on décortique et après on en fait des blagues à chaque fois. Moi, je pense que plus je fais des blagues, moins je suis drôle. Dans la vie, en tout cas. Oui, ça c'est intéressant. Je suis devenu moins drôle dans la vie. Mais tous, je pense qu'on n'est pas, à part Boudère, tu vois, Oui. des personnalités comme ça qui sont drôles. Les humoristes sont pas forcément drôles, hein, ils sont un peu en retrait, Bah moi, assez avant, solitaires. j'étais beaucoup drôle. Ah, t'étais Ah ouais, moi, avant, dans la j'étais vie. dans la vie tout le temps. Moi, je te vois plus comme quelqu'un d'observateur. Ouais. T'es Ranma, évidemment, t'es Ranma, mais Mais ça il y a m'a plus, ça m'a cadré, en t'es fait. pas C'est un bizarre. Ouais.
En fait, c'est ça. T'as des pics de clownerie. Ouais, c'est ça, en fait, à que des j'ai moments. plus. C'est que j'accepte plus d'être un clown. C'est Pourquoi bizarre, hein. Je sais pas. Et puis même, t'as vu qu'on a plus de goût. J'ai l'impression, j'ai l'impression d'être un vampire, d'avoir été mordu et j'ai plus de goût, quoi. Bah, les blagues, je rigole plus. Une blague marrante, je vais dire c'est drôle. T'imagines ou pas? C'est ce que disait Yacine aussi. Tu vois, je rigole plus aux blagues. Ouais, c'est sympa. Ouais. On rit pas aux blagues. Il faut vraiment que ce soit fort. Et je vais rigoler de situations pas marrantes. Et là, je vais vraiment rire. Parce que j'ai eu une vision drôle de la situation qui n'est pas marrante de base. J'ai une vision de stand-upper, quoi. C'est compliqué. Ouais. Parce que personnellement, dans ma vie, je trouve tout le monde ennuyant après. C'est très relou. Et c'est pas bon du tout. Et c'est pas bon du tout. Et même dans les relations amoureuses, t'es là, tu dis... Ouais, vas-y. Et puis après, il y a un truc que je supporte pas. Il faut que les gens aussi fassent la part des choses. Hein. T'es moins marrant en vrai. Ça veut dire quoi, moins marrant en vrai? Je fais des blagues, c'est mon métier. Est-ce que je fais des blagues H24? Est-ce que les gens pratiquent leur métier en dehors de leur métier? Est-ce qu'un boulanger il fait du pain en dehors de sa boulangerie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais nous, on a un truc... on est en perpétuel décalage. Ah ouais, non, mais moi, ça me saoule les gens qui me disent dans la vie, t'es mort. Mais je fais des blagues tous les jours. Tu crois vraiment que là, j'ai pas envie de forcément faire des blagues, tu vois? Viens, je passe un bon moment. Et après, c'est vrai que j'ai envie de rire vraiment avec les gens que j'apprécie. Avant, je pouvais faire des blagues même aux gens que je connaissais pas. Limite, maintenant, je suis, je vous connais pas. Vous voulez rigoler, faut payer. Pourquoi tu faisais des blagues? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Sors le genre. Non, mais parce que j'avais besoin de ça, en vrai. Ouais. Inconsciemment, j'en avais besoin. Tu vois, moi, j'ai toujours été Tu parles avec mes anciens camarades de classe au lycée, les gens avec qui j'ai travaillé vont toujours dire Ahmed, c'était le mec drôle de la classe. Ou drôle du quartier, ou tu vois ce que je veux dire? Mais au fur et à mesure, t'apprends, tu vois. T'apprends beaucoup de choses. Et plus t'apprends, j'ai l'impression, plus on est moins drôle, quoi. Parce que notre énergie, on la concentre sur scène. Du coup, j'ai moins l'envie, je suis moins faire le rigolo. Ouais, exactement. Et puis l'âge aussi. Ouais, aussi. On est. Et après, c'est bizarre, mais je sais pas si ça te le fait, mais on va être drôle vraiment, on va vraiment rigoler avec les gens qu'on aime. Hein. Tu sais, nos proches, les gens qu'on aime, quand je suis avec ma famille ou avec mes amis d'enfance, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on donne ce petit pouvoir-là. On calcule plus, tu vois. On a baissé nos gardes, c'est plus pareil, tu vois. Et entre humoristes aussi, qu'on aime bien. Avec les gens avec qui on reste vraiment. Hein. Ouais. Moi, nous, on se voit souvent. Mais les gens avec qui je reste le plus, genre Jimo, on peut passer des journées à rigoler, mais pour de la merde, quoi. Parce que ça va Si vite. les gens entendaient sur quoi on rigole, ils se disent, mais eux, c'est pas des humoristes. C'est pas des humoristes. C'est vraiment n'importe quoi. Mais est-ce que c'est pas des rires de fatigue? Non, c'est des rires de... C'est des rires de on s'aime. Tu vois comment de complicité, tu vois des amis d'enfance, déjà c'est ma meilleure amie parce que dès qu'il y a un truc, on se tape des barres tous les deux. La voir rigoler, ça te fait rire. Lui, de voir rigoler, ça le fait rire. C'est comme ça. Il y a des gens avec qui tu rigoles vraiment. Du ventre, quoi. Ouais. Moi, quand je suis avec Jimo, je tape des barres tout le temps. Hier, en ce moment, on est en train d'écrire des trucs. Et dès qu'on se raconte des trucs, on se tape des barres. Tu vois, et puis même, tu sais, savoir que l'autre, il aime ce que tu dis et toi, t'aimes ce qu'il dit, c'est toujours marrant. T'es en confiance et tu te lâches. C'est toujours... Non, quand t'es avec les gens que t'aimes, tu tapes des barres. Et c'est marrant parce que une fois, on s'est parlé de ça, toi et moi, et les gens avec qui on aime gaulerie, c'est cool, mais ces mêmes gens-là, je crois que c'est pareil pour toi, on n'aime pas quand ils viennent nous voir sur scène. Ah, j'aime pas, moi. Comment ça se fait, ça? T'imagines, nous, on est 12 enfants à mettre, il y a personne qui est venu dans ma famille. À toi, personne n'est venu. Vous êtes 12 frères et sœurs. Il y a que quelques neveux et une nièce qui sont venus parce que je les avais des fois, je les prenais quand ils étaient plus jeunes. Mais sinon, à chaque fois, ils me disent, tu joues quand? Je dis, je joue pas. Les seules fois où ils m'ont vu, c'est à la télé, j'ai pas le choix. Mais sur scène, je leur dis jamais quand je joue. Alors qu'ils ont les dates, tout ça, hein, ils savent. Hein. Mes copines me disent, pourquoi tu me dis? Ils ont leurs collègues de travail qui viennent me voir, tout le monde. Presque, je les empêche de venir. Je veux pas qu'ils viennent. Alors, pourquoi on a ça? Je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être, je sais pas, peut-être que culturellement, on a une pudeur vis-à-vis de ça. Pourtant, ils vont voir le passage, le sketch à la télé, sur YouTube et tout. Bizarre, hein. Il y a pas de, je veux dire, il y a pas de secret, mais les savoirs dans la salle, j'ai l'impression que je vais perdre tout mon pouvoir. Ah ouais, moi ça me dérange. Ça me dérange, vraiment. Pourquoi? Je sais pas. Normalement. Franchement, je pense que je les inviterais, mais dans une grosse salle, sur une date spéciale.
si un jour je fais une grosse salle. Ah, moi, je les invite même Tu pas. vois, Même à l'Olympia, peut-être je que les je leur invite dirais, pas. moi, juste pour mes Je- parents, quand même. Oui. Parce qu'ils m'ont jamais vu en Ouais. vrai, tu vois. Tu vois, c'est bizarre. Qui sentent l'énergie juste pour ça. Mais c'est vrai que j'ai pas envie, ouais. Ça me déstabilise. Et à chaque fois, ils me disent, alors, on vient de voir quand, mes sœurs, mes trucs. Je joue pas. Et sauf que ça fait combien de temps que tu fais ça fait 8 ans, je dirais, je dis Là, moi, je suis à 6 ans et demi, là. À 6 ans et demi. Ouais. Donc 6 ans et demi, il n'y a personne de ta MIFA qui est venu te voir. À part mes neveux et mes nièces, Ouais. non. De mes frères et sœurs, non, ni mes parents. Moi non plus. Ouais. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est très bien. Non, Kadour, il est venu à Il te l'a une pas pièce dit. de théâtre. Ah, ok, ouais, c'est pas pareil. Voilà. Et j'étais pas bien. T'as vu, vraiment. c'est relou, hein. Je sais pas comment ça se fait. C'est bizarre. Je sais pas. Tandis que moi, il y en a, genre, ils viennent avec leur famille et tout, normal, mais genre souvent, mais et ça les gêne pas, et parce je que me dis, c'est mais. logique, Ahmed. C'est des gens qui veulent ton bien, ils te donnent de Bien l'amour, sûr. ils vont gaulerie, ils vont applaudir. Non, il faut consulter. Ouais, c'est Je dur. pense qu'il faut vraiment. Il y a un truc d'énorme Ah non, mais pudeur. moi, nous, on est 12 enfants, Ahmed, il y a personne qui est venu, de mes frères et sœurs, et mes parents non plus. Mais le truc, c'est que je sais qu'ils parlent de moi, ou qu'ils en parlent avec leurs amis qui sont venus me voir, et à chaque fois, ils disent, mais t'as pas été le voir, et eux, ils savent que, sans que je leur dise, hein, parce que je leur ai pas dit directement, vous venez pas, tu vois, quand ils me demandent, je dis non, je veux pas. Ils savent que je veux pas qu'ils viennent. Sans le dire. Sans le toi, dire. c'est un step. Ah ouais, moi, ils savent. Nous, on se comprend, ils savent. Ils disent leur truc, ils sont. Moi, mes amis d'enfance, ils viennent. J'ai des amis d'enfance qui viennent. Moi, j'ai mon frère qui est ami avec mes amis d'enfance, qui traîne avec eux encore plus que moi, mais il est jamais venu. C'est incroyable. Il y en a un qui m'a vu une fois à Bercy, en première partie de Fari, mais il savait pas que Par je jouais. hasard. Il savait pas que je jouais. Bon, il s'est dit, ah merde, c'est ce que je veux Ahmed, dire. c'est mon ref. Il y avait il est là. 15 000 personnes et il me voit. Mais sinon. C'est extraordinaire. Et je vous rappelle, hein, mesdames et messieurs, on aime nos familles. Hein. Ah ouais, on les aime de ouf. On Ouais. les aime de ouf. Mais c'est comme ça, on a C'est une un pudeur. délire. Moi, ça me gêne. J'ai pas envie de les avoir dans la salle. Et je te jure, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où même les gens que je connais, je veux pas de gens que je connais dans la salle. Ça m'énerve. Je te jure, genre, non, je veux pas qu'ils soient là. J'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup. Hein. Je te connais, je veux pas que tu sois là. Je veux que des gens que je connais pas. Je veux que des gens que je C'est connais. bizarre, hein. Ouais, non, Same. Ah, ce métier me rend fou. Et je m'en veux et je tape des esquives de non mais attends demain après parce que je travaille et j'ai besoin d'être Ouais, d'être concentré Ouais. et le fait je préfère avoir 20 000 journalistes du monde et Grave. tout. Les gens sont plus en panique sur les journaux. Moi ça je m'en fous totalement, mais dès que j'aime quelqu'un Ouais. profondément, je veux pas qu'il vienne. Ouais. C'est Mais bizarre. qu'est-ce qu'on est bizarre, mon Dieu. Ah, moi, je suis dans ça aussi. Ah, c'est. Ouais, ce métier, il rend un peu fou quand même. Il y a beaucoup de fous dans ce Il y a métier. beaucoup de fous. On est Ah, il y en a totalement beaucoup. fous. Ouais, mais Pourtant- encore, franchement, Ouais. on a quand même une stabilité, j'ai envie de dire, On pas parle pas de drogue. sociale. Ouais, au-delà de ça. Stabilisé, on Non, est mais pas- au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de stand-uppers, filles, garçons, peu importe, qui ont peu de proches, qui sont très seuls. Moi, j'ai cette chance d'avoir une famille, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de cousins, des neveux et des nièces, donc je suis toujours en contact avec des proches, des gens qui m'aiment. Ton cousin, tes Voilà, amis, c'est ça. t'as Je un suis très frère, souvent, ouais, voilà, ouais. tu vois. Et il y en a, ils ont pas d'amis. Ça devait être encore plus dur. On en a parlé aussi à ça avec C'est Yacine. dur. On est très seuls. Mais quelque part, ouais, il y a un côté autiste à ça. Et finalement, toi et moi, on a plein de groupes d'amis. Le groupe du sport, Ouais. le groupe du stand-up, le Ouais. groupe peut-être de la danse pour moi. Mais on est souvent seuls aussi. Ouais, totalement. On est seuls dans tout ça. Mais on a quand même cette possibilité de voir D'aller des gens dans à nos- tout moment. Moi, je sais que là, ça fait 4 mois qu'on n'a pas joué. Mhm. Je le sens vraiment là. Vraiment, là, je sens vraiment qu'il faut que je joue et que ça se répercute sur mon mental. Tu t'es au bord de la dépression parce que tu peux pas jouer. Tu le sens, ça Ah te ouais, pèse. non, mais moi, genre, début janvier, c'était genre pas possible. Début janvier, il faut que je me reprenne un. Donc, je me suis mis à sortir. Genre, tous les jours, il faut que je vois des gens. Donc, je sors pour voir des gens, sinon je vais péter un plomb. Sinon, tu sombres. Ah ouais, tu pètes un plomb. Le premier confinement, je l'ai pas senti parce que j'étais à l'étranger, moi. Ouais, Tu vois j'ai vu. Ouais. Parce que moi, je l'ai senti via tes stories. Hein. Tu vois, j'étais à l'étranger. Donc, quand je reviens, il faisait reste beau, genre la 10 mer. jours de confinement. Ouais. Je le sens même Comme pas. ça. Mhm. Ouais. Donc, ça passe. Le deuxième confinement, il a été assez. Le deuxième confinement, c'est quand C'est fin octobre. Fin octobre. Le premier confinement, il a commencé fin octobre, c'est vrai. Novembre, c'est genre 27 ou 28
octobre, il a commencé le confinement. Mais là, tu comptes novembre, décembre, janvier, février. On n'a jamais été arrêté aussi longtemps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sans jouer, ouais, sans jouer. Et en plus, surtout, ta génération, tu joues tous les jours. Ah ouais. Tu jouais tous les jours. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de comédie. Il y avait le Jamel Comedy Club et le Pranzo en face. On ne pouvait pas tester comme ça. Vous jouez, vas-y, 3-4 fois par jour. Ouais. Et là, tu le sens vraiment. Tu te dis, vraiment, là, ça fait mal. Ouais. Là, ça, le mental, moi, franchement, moi, je parlais beaucoup d'amis qui sont dans l'humour et tout. C'est la dépression, clairement. C'est vraiment, laisse tomber. Moi, j'allais tout le temps au sport. Là, janvier, j'ai plus fait de sport parce que j'en pouvais plus. C'est trop dur. Là, ils nous ont fatigués, là. Moi, je pensais pour me dire ça allait passer, mais là, quand c'est au bout de 3-4 mois sans jouer... Ça fait long, ouais. Et nous, déjà que notre situation en temps normal... Elle est hyper fragile. Exactement. Alors, imagine, en temps de crise, on n'est pas la priorité, quoi. Mais j'ai vu que tu faisais en sorte de faire des pôles d'écriture avec Jimo, avec les potes... Tu vas un peu au Paname, essayer de réfléchir, de créer, de se réinventer. Ah, obligé, parce que sinon, on se force, parce que sinon, on craque. Moi, j'appelle Jimo il y a 2 jours, on se parle, on dit, t'as fait quoi? J'ai rien fait, j'en peux plus. On fait quoi? Juste, on sort. Donc, on sort. Juste, faut voir des gens. Voir des gens, et de là, peut-être, va naître des idées, des choses. C'est pour ça que moi, là, je t'ai dit, début janvier, c'était très dur. Après, j'ai commencé à la journée, avant le couvre-feu, passer voir au Paname. J'allais voir, on se rejoignait avec Boudère, avec Jimo, histoire de juste discuter. Même pas parler métier, hein, mais voir des gens et rigoler et manger. Et juste de se dire, j'ai passé une journée normale, tu vois. Parce que nous, notre travail, on peut pas l'exercer, et du coup... on peut pas être constamment juste en écriture, c'est pas possible. Moi, si je vis pas des choses, si j'ai pas une vie normale, c'est dur d'écrire pour moi. Et souvent, en plus, t'écris un peu en début de journée et tu vas tester le soir. Ouais. C'est plus un rythme comme ça d'immédiateté que rester enfermé pendant un mois, écrire la blague. J'ai une idée, tout de suite je vais la tester. Et là, c'est pas possible. Tu vois, je discutais avec Gad Elmaleh la dernière fois. Il cherche là où il y a moyen de jouer. Je lui dis, tu vas où là? Je cherche là où c'est ouvert, où il y a moyen de jouer, à Barcelone, à Monaco, pareil, à son niveau, où il peut... Bon, lui, il a les moyens d'aller un peu où il veut, mais... à Monaco, il peut y aller. Exactement, il peut aller à Monaco, mais il est dans la même douleur. C'est-à-dire, même à son niveau, il a besoin de jouer, quoi. Ouais, mais c'est un amoureux de la scène. C'est un amoureux de la scène. C'est ce que je respecte ça beaucoup chez lui. Il aime la scène et il est drôle. Il est très drôle. Mais ouais, on a besoin de jouer. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et moi, je vais pas faire des lives. Les gens me disent, pourquoi tu fais pas des vidéos? Ouais, casse-toi. Mais moi, j'adore quand tu fais tes vidéos. Enfin, tu les fais assez naturellement. Ouais, c'est à l'instant. C'est à l'instantané. J'ai un truc à dire, vas-y, je vais le dire. Mais me dire, fais des vidéos. Tu sais, c'est des métiers différents aussi. Tu vois, il y en a qui, c'est leur truc de faire des vidéos drôles, comiques, du montage, des scénarios et tout, c'est leur truc. Si moi, je peux pas me forcer à faire un truc. Ouais. S'il y a une idée qui te vient... Si j'ai une idée, un truc que je trouve cool, je le fais. Mais je vais pas me forcer à faire un truc, tu vois. Et je trouve que à chaque fois que je monte dans ta voiture, on va quelque part, je pourrais rester des heures dans ta voiture. Parce qu'il y a de la bonne musique. Voilà, mais tu le sais. Des fois, on arrive à l'endroit... Et on reste dans la voiture. Je dis, attends, reste un peu... musiques. Mais c'est un truc de... Tu as une culture musicale. Tu me fais penser à Thomas Njijol, qui a une grosse culture musicale comme toi. C'est hallucinant. Ouais, Thomas, en fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Moi, Thomas, c'est un des... Il m'a vraiment donné envie de monter sur scène. Thomas, quand j'ai Vous avez plein de et quand je le voyais, je me dis, mais je veux faire ça. En fait, je crois que j'ai toujours regardé... j'aimais bien regarder les gens drôles. Mais quand je l'ai vu, lui, j'ai dit, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Et il a un grand ref qui écoutait beaucoup de musique de son époque. Pareil toi, tu m'as vraiment surprise. À chaque fois que je montais dans ta voiture, je dis, mais tu connais ce son, toi, tu connais. Mais c'est des trucs de 45 juppies, tu vois. Tu sais, c'est quoi une de mes grandes fiertés? C'est que moi, quand j'étais petit, en fait, comme je t'ai dit, j'aime bien regarder, écouter. J'ai toujours été très ouvert. Donc, moi, j'ai beaucoup de grands frères et de grandes sœurs. Donc, moi, mes grandes sœurs, en répertoire musical, c'était pas la même chose que mes grands frères. Mais genre, mes grandes sœurs, elles écoutaient beaucoup Dalida. Moi, Dalida, je connais la musique par cœur, tu vois. Mais je sais, c'est ouf. Mon frère écoute Charles Aznavour, je connais par cœur. L'autre, Francis Cabrel. L'autre, Bob Marley. L'autre, le début du rap, Ministère Hammer, Secteur A, tout ça. Donc, j'ai toujours écouté tout ça, en fait. Plus mes parents, les musiques algériennes, le rail et tout. Donc, c'est pareil.
Et il y a des artistes que j'écoutais quand j'étais petit ou que mes frères et sœurs écoutaient, et qu'aujourd'hui, entre guillemets, avec qui je parle, tu vois, de par mon parcours et tout, avec qui qui m'envoie des messages, avec qui j'ai croisé, avec qui je discute. Et ça fait bizarre de dire, je t'ai écouté quand j'étais petit, et maintenant on s'envoie des messages, on rigole ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Ah ouais, j'aime beaucoup la musique, ouais. Je suis un fou de T'aimes musique. beaucoup la musique, ça se voit. T'as des sélections dans ta Smart à chaque fois. Mais c'est l'endroit, la Smart d'Amel. Mais je peux rester jusqu'à 6 heures du Tu matin. sais, je suis jaloux de quel programme? De quoi? Carpool Karaoke. Tu vois, c'est quoi? Non. C'est Conan O'Brien, je crois, c'est ça? C'est un concept. C'est un présentateur de late show aux États-Unis, ok. très connu. Ouais. Il est en voiture et il prend des stars et il met de la musique. Souvent, c'est des chanteurs. Et il met. C'est pas Conan O'Brien, je sais pas comment il s'appelle. James Gordon, exactement. Et il tourne en voiture et il met de la musique. Regarde cette occasion. Regarde avec Céline Dion, Ariana Grande, c'est très marrant. Et lui, il chante. Lui, il adore chanter. Il chante plutôt bien. Hein. Ah, mais oui, j'ai vu des vidéos. Et ils tournent en voiture ouais. et ils font ça, tu vois. Moi, j'aimerais trop faire ça. Et tu discutes. Tu discutes et tu mets de la musique, leur musique à eux ou quoi, et tu chantes. Et ça te détend. Juste du kiff. Tu sais comment on est en voiture. La voiture, mais toi, c'est vraiment tu l'as fait bulle. depuis. C'est toi qui l'as inventé, frérot. Non, mais lui, il le fait très bien. Et moi, je suis jaloux parce que je me dis, j'aurais tellement voulu faire ça en France. Wow. Être avec les gens et chanter et faire. Tu vois, parce que dans la voiture, c'est vraiment une bulle, la voiture. Moi, j'essaie vraiment de décrire ça du mieux que je peux sur scène, mais quand t'es dans une voiture, t'es dans ta bulle. Ouais. On se parle beaucoup dans ta voiture. Tu vois, tu vois pas les autres gens, tu chantes, comme tu avec peux roter, aussi, voilà, tu vois. L'émission. Il y a vraiment un truc avec la voiture. Comédia Getting Coffee in Cars, un truc comme ça. Qui est un très bon programme où ça discute, ils sont dans la voiture et ils boivent du café après dans un truc. Mais c'est la voiture, être dans une voiture, pour moi, c'est de l'ordre de l'intime. On rentre. Non, mais moi, j'aime trop être dans ma voiture. Mais je sais. C'est bizarre. Hein. Oui, et mais je suis en voiture. On rentre un peu chez Watt. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, des fois. Il y a un début de McDo. Je suis dégoûté d'être arrivé. Ouais. Je suis dégoûté d'être arrivé. Ahmed, combien de fois on est resté devant le resto, on devait manger, on restait comme ça. Moi, tu mets du chauffage et de la musique dans ma voiture, c'est fini, ça y est. Je me sens bien. Je roule, tu vois des gens. Il y a des gens qui s'énervent, des gens qui te laissent passer. Il y a les piétons qui te font des signes, genre arrête-toi, genre je suis Magnéto, dégage. Il y a les cyclistes qui sont là, qui te cassent les couilles. Mais tu vois, t'es dans ta voiture, t'es bien. Et quand tu accueilles quelqu'un dans ta voiture, selon les musiques que tu mets, tu captes la personne. Ouais. Tu captes, tu dis. Bah oui, évidemment, je mets pas les mêmes musiques avec tout le monde. Des fois, je suis là avec Karim Kachour, patron du Paname. Je lui dis ça, écoute, ça, tu vas kiffer. Je lui mets un son funk d'avant. Je sais que c'est l'époque où il commençait à sortir en boîte. Je sais que je vais lui piquer au vif. Je sais que je vais lui piquer dans ses souvenirs. Donc, il y a une volonté de faire plaisir. Ah oui. Moi, et je comprends. Et je te jure que je me mets un peu à la place des DJ, tu sais, quand ils font kiffer les gens. Tu sais, c'est une sensation incroyable. C'est comme la nôtre de faire rire les gens. C'est une putain de sensation. On fait rire des gens, quoi. Tu vois, c'est des gens, on les connaît pas. Tu sais comment c'est précieux de rire. Des gens qu'on connaît pas, ils viennent, ils rigolent. Et c'est grâce à nous. Quand on les a fait rire. C'est un truc incroyable, hein. Parce que qui n'aime pas rire, en fait? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a bien des choses dans la vie que les gens aiment tous, j'ai envie de dire, je connais personne qui va te dire j'aime pas rire. Tu vois, même le pire des salopards ou la pire des races au monde, même dans sa méchanceté, alors elle aimera rire, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que c'est du plaisir. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose avec les femmes qui t'aident? Ou pas forcément de faire dans la séduction avec les femmes. Est-ce que tu te sers de ton pouvoir? Je pense que ça a changé avant peut-être. Ouais. Genre moi au collège, je vais te raconter un truc. Genre moi j'étais toujours un foufou. Vraiment, ça veut dire que j'ai jamais été collège, lycée. J'ai jamais été attiré, enfin pas attiré par les filles, mais ça n'a jamais été mon centre d'intérêt. Moi j'aimais jouer au foot, faire des blagues et rigoler avec mes potes. C'était que ça. Et je me suis rendu compte qu'en étant marrant, bah, j'attirais des filles que tous mes potes, quand j'étais au collège, la plus fraîche du collège. Non, c'était moi je te le dis, c'était la plus jolie. Sans rien faire, c'est elle. Sans rien faire. Oh là là. Alors que tout le monde s'était fait rembarrer. Et moi, sans rien faire, tellement pour te dire, tellement moi je suis à l'ouest, elle était dans une autre classe de 3e. Après, je m'en suis rendu compte, mais elle venait me parler, mais genre, il n'y avait aucune approche directe, tu vois. Et elle avait sa meilleure amie dans ma classe. Et sa meilleure amie, je m'en bats les couilles, je vais te dire les noms, Sophie Landry, elle s'appelait.
Mais c'est génial. Écoute, si elle écoute, c'est trop et bien. elle était dans ma classe, Ouais. mais c'était pas trop ma cam. Oui, tu vois bon. ce que je veux dire? Et elle me posait trop de questions de t'as une chérie, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans ma tête, mais vas-y, que tu me casses la tête, toi. Dans ma tête, elle veut me serrer. La Meilleure amie. Et je voulais pas d'elle, moi. Donc vas-y, bouge. Ouais, j'ai une meuf, vas-y, je veux. C'était que des trucs comme ça. Et, Jusqu'à que- et la fameuse. Mais moi, les meufs, je connaissais pas, moi. Ouais, Je me dis, ouais. mais dans ma tête, c'est moi. Moi, tu veux me gérer, moi? Alors que je suis claqué, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux me gérer, moi? Et pareil, au lycée, la même chose. Il m'est arrivé au lycée, la même chose. Et après, je me suis dit, ouais, peut-être les blagues, c'est faire rire, ça aide aussi un peu. Donc, t'en as conscience là aujourd'hui? Ouais, je sais que faire rire, ça aide, mais dans toutes les situations, hein, pas forcément avec les filles. Ça. Faire rire, ça aide au travail, ça aide dans plein de choses. Pour les filles, moi, c'est l'inverse. À ce jour, si j'aime bien un garçon, je vais totalement enlever ce truc rama, d'essayer de sortir la bonne valeur. Elle est là, mais je vais la bloquer Ah ouais, mais moi, parce que je vais pas me... les cums, ils kiffent pas. Moi, je sais pas. Moi, Ils kiffent moins que tu prennes un peu trop de... Ouais, mais quelqu'un de marrant, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Et est-ce que t'as déjà fait une dinguerie par amour? Je crois pas, non. Dingue. Ouais. Non, franchement, je suis assez réservé sur Ouais. ça. Je fais pas de trucs... Pas de truc de foufou. Ouais. Oui, mais Déjà je que je vois suis pas que t'es très... réservé. je dévoile pas beaucoup les sentiments et tout ça. Mais j'aime faire savoir à la personne que je suis bien avec. Sans faire de... Sans les trucs trop à l'eau de rose, c'est pas mon délire. Mais tu sais, on peut passer des bons moments sans forcément être trop explicite aussi, tu vois. Moi, en fait, j'aime beaucoup la simplicité. Et on peut rigoler, passer un bon moment. Et c'est bon, on n'a pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Parce que après, c'est préjudiciable. Mhm. Quand t'en fais beaucoup, bah après, il faut toujours en faire beaucoup. Enfin, ouais. Et après, t'es Je dans la sais- moi, surenchère, très t'es vite, dans la merde. moi, très vite, tu sais comment ça va être dans un an. Tu vois ce que je veux dire? Ou dans 2 ans. Mhm. Parce que je suis tout le temps comme ça, en fait. Je change pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire j'ai changé. Parce que je suis comme ça depuis le début. T'es constant. Ah ouais, on kiffe, ça se passe super bien, on s'entend bien. Je suis comme ça, moi. Et j'essaie d'être le plus honnête possible vis-à-vis de ça. Et t'aimes bien les surprises ou pas? Euh, Ouais, Je vite sais. fait. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas l'habitude. Tu vois? J'ai pas l'habitude des surprises. D'accord. Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Et je t'ai ramené une. Mais de toute façon, toi, t'es là. C'est un cadeau. Je l'ouvre sur Tu place. l'ouvres sur place, tu le découvres. Je commence par le gros alors. Toujours ouvrir le gros. Voilà, déchire. Te connaissant, tu m'as acheté des bouquins. Non, mais j'adore, elle a très bon goût. Si doux. C'est un manga. Voilà, donc c'est un nouveau, ça vient de sortir. Merci Clem. La prod, on a recherché un peu ce que tu aimais bien. C'est Ranma parce que tous les humoristes, enfin même, j'allais dire de ta génération, mais même Yacine Bellouz et tout, il y a un côté geek frérot. Ouais. Mais alors, geek, On aime les mangas, bouton mais avec les non, mais lunettes. Hein. tu sais pourquoi on Pourquoi aime les mangas? Parce que c'est Tu peux ouvrir en même temps celui-là et tu nous expliques en même temps. parce que c'est Pourquoi? pour moi, je suis fan de One Piece, Ouais, qui est un manga sur la piraterie, sur un D'accord. pirate. Ah bah voilà, tu m'as acheté une figurine One Piece, ça tue. Merci beaucoup, Ahmed. et c'est qui? C'est Ace. C'est un des personnages. Après, si je vais spoiler, mais c'est un des personnages de One Piece, D'accord, ok. qui est le frère du héros, le grand frère du Ok. héros, et qui décède. Ah bah, Bah, faut vous mettre à jour. Le manga, il est sorti il y a 23 ans. C'est plus du spoil, là. Oh putain. C'est plus du spoil, c'est de la transmission. Il est sorti il y a 20 ans. 23 ans le manga. À un moment donné, si t'es pas à jour. C'est comme les gens qui disent ouais, tu me spoil pas. Mais la série elle est sortie, elle est finie il y a 8 ans, la série. À un moment donné, il faut se réveiller, cousin. C'est trop. Et là, apparemment, le gars du magasin de manga Ouais. a dit que c'est les 2 premiers tomes, c'est ça, les 2 premiers d'une nouvelle série qui tonne-car en ce ouais. moment, qui va tonne-car. Donc, Je vais lire le normalement, truc. tu vas être... Séparé de son frère, Shotaro apprend qu'il va être donné au sacrifice au cours d'un combat truqué. Sa seule chance de survie est de se battre. En à peine 2 nuits, le jeune garçon devra apprendre à manier le sabre suffisamment bien pour tenir tête à un adversaire surentraîné. Ok, d'accord. Pourquoi les stand-uppers aiment les mangas? Il y a une vraie liberté dans l'écriture des D'accord. japonaises, dans les mangas.
Ça va Vraiment. loin, c'est... Ah non, mais ça n'a rien à voir avec les dessins animés qu'on a ici en Occident. Il faut que tu me fasses découvrir. Parce que c'est beaucoup trop cadré. Tu sais, en comparaison avec les mangas, on avait beaucoup tout ce qui est Marvel et tout, super-héros et tout ça. Déjà, juste en termes de dessin, les Américains, Marvel, tout ça, DC Comics, c'était vraiment des dessins très, très appliqués, avec beaucoup des gros muscles, tout ça. Les mangas, c'est tout le contraire. C'est souvent des visages ronds, il y a très peu de muscles dans les mangas, mais c'est beaucoup, après, les histoires et les combats, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus... Et puis, il y a de la drôlerie. Il y a du côté un peu... Il y a beaucoup de mangas érotiques. Il y a des bonnes meufs aussi. Ouais, Donc, oui, toujours, les filles sont mis en avant. Ah, ok. Ils sont très avant-gardistes, les En mangas. termes de... Ah ouais, mais genre, tu regardes un manga qui s'appelle Ranma 1/2. Ranma 1/2, que je connais le dessin animé. Moitié homme, moitié fille. Ouais. Ah, mais oui. Mais il y a 20 ans, le manga, il a 20 ans, plus de 20 ans. Oui, tu as raison. Donc ils sont très, très, très en avance. Tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup de mangas d'amour, d'histoires d'amour qui cartonnent là-bas au Japon. Moi, c'est pas trop ma came, tout comme dans les séries globalement, tu vois. Mais j'aime les histoires d'aventure, j'aime les aventures. C'est très marrant et il y a des vraies valeurs aussi dans les mangas. Vraiment. C'est des choses que je conseille aux gens. Moi, je conseille à mes neveux et tout de lire des mangas parce qu'il y a des vraies valeurs dedans, vraiment. D'accord, ok. Ça te fait plaisir ? Je suis très content de ce cadeau. Bon, c'est cool. Merci beaucoup. Et la dinguerie future que t'aimerais, un truc dans le futur que tu aimerais, que ce soit dans la vie, dans le taf, un défi. Moi, j'aimerais bien écrire une série marrante. Une bonne série marrante qui marque une génération. Ouais. Ça serait... Comme moi, j'ai aimé regarder des séries marrantes. Donc j'aimerais à mon tour en faire une marrante. Et t'as des idées déjà sans en parler, plus ou moins, on a ouais. Plus ou moins des idées, ouais. Bon, on va pas trop en parler pour pas te mettre l'œil, mais j'espère que ça se fera. Ça veut dire 5 dans ton œil, ça n'a aucun sens. C'est vrai que Ramsa, ça veut dire 5 dans ton œil. En gros, c'est 5, les 5 doigts de la main qui bloquent le mauvais sort. Ouais, le mauvais œil. Le mauvais œil. Ah, on a des expressions qui sont... Vive l'ouverture. Merci Amel Sparrow. Merci Amel pour cette invitation. C'était chouette de te recevoir. Mais c'est toujours un plaisir de te voir et d'avoir participé à ce podcast. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Ahmed Sparrow. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.